Démission de Didier Burkhalter et la désignation d'Ignacio Cassis comme successeur naturel, entre guillemets, a brutalement rappelé aux femmes libérales radicales qu'elles attendent de retrouver un siège au Conseil fédéral depuis le départ d'Elisabeth Kopp il y a 28 ans déjà, et que malgré la candidature confirmée hier par la section vaudoise du parti d'Isabelle Moret, rien ne dit qu'elles ne devront pas encore prendre leur mal en patience au-delà du 20 septembre prochain, date à laquelle l'Assemblée fédérale désignera le successeur de M. Burkhalter. Se pose dès lors, une fois de plus, la question qui crispe un peu, le monde politique fait-il vraiment tout son possible pour intégrer les femmes et leur confier des responsabilités? Le plaisir pour en parler, de recevoir quelqu'un qui connaît très très bien cette question, la déléguée du canton de Neuchâtel à la politique familiale et à l'égalité. Bonjour Nicole Baur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h. Je disais que vous connaissiez très très bien cette question. Le monde politique, vous le connaissez très bien. De l'intérieur, vous l'avez pratiqué activement au sein des Verts de votre canton, au niveau du législatif communal. Vous avez fini par jeter l'éponge de la politique active, notamment parce que, vous l'avez dit, la place des femmes en politique n'évoluait pas suffisamment. Est-ce que vous iriez... Notamment, c'était pas les seules raisons, mais vous iriez aujourd'hui jusqu'à craindre, même pas une stagnation, mais une régression ? Je pense qu'on ne peut jamais être sûr que les acquis dans ce domaine-là soient vraiment préservés. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité. Et je pense que vraiment, il faut toujours être vigilant. Mais de la même manière, il n'y a pas de pente naturelle vers la démocratie. Donc on doit aussi être toujours vigilant pour garder les acquis, pour ne pas perdre ou les changer si on estime qu'ils ne sont pas bons. Est-ce qu'on était en régression là ? On est assez difficile à dire. On était en régression dans les années 2000, si on regarde les législatifs cantonaux, mais depuis, il y a un petit sursaut. Et puis, si je prends simplement l'exemple du canton de Neuchâtel, ça a été spectaculaire. On a eu des élections en mai dernier, et c'est vrai que ça a été spectaculaire, la remontée des femmes. On était tombé en dessous de 25% de représentation au Grand Conseil, et on est maintenant presque à 34%, ce qui a tout à coup propulsé le canton de Neuchâtel dans le peloton de tête, derrière Argovie et Bâle-Campagne. Et c'est vrai que ça veut dire qu'on est vraiment loin de la parité, puisqu'on n'est même pas à 40%. Mais en tout cas, ça veut dire je pense qu'il y a eu un sursaut, et peut-être que les événements internationaux du type Donald Trump, avec des mouvements quand même un peu dans tous les pays, des femmes, peut-être que ça a fait du bien à la cause. Ces fameux mouvements de balancier qu'on connaît en politique. Si l'on revient à la situation qui nous occupe aujourd'hui, la succession de M. Burkhalter, comment vous recevez-vous les propos d'Isabelle Moret qui affirme qu'être une femme n'est pas un argument politique, en tout cas qu'elle ne va pas le brandir, cet argument? Alors, ça me fâche un peu qu'elle en parle comme ça, parce que être tessinois, est-ce que c'est un programme politique? Je vous le demande. Donc, on a l'air de dire que oui. Évidemment, ce n'est pas un programme politique, et on peut se poser la question sur est-ce qu'on vote? C'est toujours la question, est-ce qu'on vote pour une femme qui ne partage pas ses idées lorsqu'on est féministe? On peut en discuter. Mais certainement qu'on ne va pas faire ça, on ne va pas donner un blanc-seing comme ça, simplement à toutes les femmes. Mais je trouve dommage qu'elle le dise. Elle n'était pas obligée de dire ça comme ça. Par contre, on sait... Ça fait du tort à la cause qu'elle le dise ainsi pour vous? Je pense que ça fait du tort à la cause. Encore une fois, c'est pas nécessaire, et personne n'a pensé qu'être une femme était un programme politique. Donc, je trouve vraiment inutile de dire ça comme ça. Et par contre, on sait que les femmes, même si on peut pas leur demander de faire vraiment une politique différente, mais on sait dans les faits, on a fait une étude sur le Parlement fédéral, par exemple, que quand il y a plus de femmes au Parlement, et c'est vrai dans les cantons aussi, eh bien, par exemple, la politique familiale gagne. Donc, elle est favorisée. Et Isabelle Moret se présente comme quelqu'un qui favorise la politique familiale, par exemple. Ça vous a fâché qu'elle le dise ainsi? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire au fond? Qu'est-ce qu'elle aurait dû défendre selon vous là, si vous étiez sa conseillère en communication, ce que vous n'êtes pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Mais j'aurais envie de lui dire que c'est justice que les femmes soient représentées dans l'exécutif de notre pays, que les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc ce n'est que justice qu'elles aient enfin une place dans toutes les instances de pouvoir. Elle n'en fait pas un argument, mais son parti non plus. Les instances dirigeantes du PLR ne font pas de la question femme une question prioritaire dans la succession de Didier Burkhalter. Là aussi, commentaire de votre part, Nicole Baur? Mais on le sait, c'est historique. La droite n'a jamais voulu trop se mettre en avant et trop dire que, de parler de féminisme, c'est vraiment quelque chose de un peu tabou à droite. Ça l'est moins à gauche. Je pense que ça l'est quand même de manière générale en politique. On n'est pas très très bien vu quand on s'annonce toujours comme féministe, mais ça passe mieux à gauche qu'à droite, ça on le sait, et l'histoire nous l'a démontré. Mais est-ce que les femmes de gauche devraient appeler à voter pour les femmes de droite aussi, parfois ?
Alors moi, je souhaiterais que quand on a le choix entre une femme ou un homme, et même si la politique ne nous plaît pas trop, mais qu'on n'a pas le choix, qu'on doit avoir cette force-là en face de soi, moi j'aimerais que les femmes favorisent plutôt des femmes. Mieux vaut parfois une femme de droite qu'un homme de gauche? Je vous pose cette question un peu alors justement, ça c'est la grande naïve, question. hein. Et oui, mais on en débat souvent. Alors évidemment qu'on va pas d'abord voter pour quelqu'un qui partage ses idées. Ça, c'est évident, et je pense que personne ne dira le contraire. Mais après, lorsqu'on a le choix, lorsqu'on sait, quand on est dans un système proportionnel comme le nôtre, on sait qu'on doit avoir des forces en présence. Moi, je dirais essayer de préférer la figure féminine pour des raisons, alors de nouveau très pragmatiques. C'est pour l'exemple. C'est pour que nos filles voient que oui, on peut faire de la politique, on peut accéder à du pouvoir dans le domaine de la politique. Et je pense que c'est éducatif. Si vous étiez parlementaire fédéral, vous devriez voter. Voilà. Quel est le meilleur candidat là, pour la succession de M. Bourkhalter? Nous avons pour l'instant M. Maudet, Mme Moret, Ignacio Cassis. Vous votez pour qui là? Alors là, franchement, je n'ai ni entendu les candidats, je n'ai ni étudié vraiment à fond leur programme, donc je me garderais bien de vous dire ce que je préférerais. Je te dirais ce qu'ils disent et après je choisirais. Mais si j'ai en face de moi une femme et un homme qui partagent à peu près les mêmes idées, évidemment, je choisirais la femme. D'accord, mais vous n'avez pas apporté la réponse automatique. Je vote automatiquement pour la femme. Vous n'avez pas dit ça. Si vous prenez un exemple extrême, est-ce que je vais voter, si je suis plutôt de sensibilité de gauche ou plutôt centre-gauche, est-ce que je vais voter pour Marine Le Pen en France? Je ne vous ai pas posé la question, mais vous la posez à vous-même. Alors, évidemment quelle est la pas, réponse? Non. évidemment pas. Mais par contre, si j'ai Marine Le Pen ou ses lieutenants et que je dois absolument choisir un des deux, eh bien, je vais plutôt favoriser Marine Le Pen pour l'image qu'elle va représenter. La question des leviers pour accéder, si ce n'est à la parité, en tout cas à une plus forte représentation des femmes, on se la pose souvent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Introduire la notion d'équilibre homme-femme au gouvernement, jusque dans la Constitution fédérale? Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, Nicole Braun? Alors moi, je trouve qu'on pourrait en tout cas avoir le même propos qu'on a pour les régions, c'est-à-dire qu'on favorise et qu'on fait très attention. Après, c'est la responsabilité des partis et on ne cesse de répéter ça, parce que ce sont bien sûr les partis qui font la première cuisine et on le voit bien. Si le parti, le PLR, présentait une femme, je pense qu'elle aurait toutes les chances de passer. Alors, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas voulu pour X raisons, qui sont sans doute internes au PLR du canton du Tessin, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que les partis fassent le travail. Est-ce qu'il faut des quotas? Moi, je suis plutôt en faveur des quotas, mais maintenant, parce qu'on devra passer, c'est une étape intermédiaire, c'est évidemment intellectuellement pas très convaincant, je le comprends, je comprends les arguments contre, mais on a des quotas. On a des quotas romans, on a des quotas latins, maintenant on parle du Tessin, et on a des quotas alémaniques, on a des quotas même presque par canton, qui sont un peu en train de tomber. Mais donc, pourquoi pas introduire un quota de femmes, alors qu'encore une fois, les femmes sont plus de la moitié de la population. Bon, au fond, le quota tessinois, il y a longtemps qu'il n'est pas respecté. Au Conseil fédéral, ça fait 18 ans. Ça dépend comment on le compte, mais... Oui, mais vous êtes d'accord quand même avec cet argument, par rapport à la candidature de M. Cassis, qui est souvent brandie. Alors, qu'on respecte les régions, qu'on respecte les sensibilités linguistiques, je pense que c'est normal, et c'est notre pays est fondé. Mais là, le Tessin n'est pas respecté, c'est ce qu'il dit depuis 18 ans, il n'y a plus de représentants mais ils sont très peu nombreux, du Conseil fédéral. Oui, mais on peut imaginer que ce n'est pas forcément toujours un siège tout le temps. Oui, alors là c'est le cas, depuis 18 ans il n'y a personne, mais cela dit, est-ce que vous parliez d'étapes intermédiaires, est-ce qu'il est essentiel, posons la question comme ça, est-ce qu'il est essentiel quand même qu'une femme soit bel et bien candidate le 20 septembre prochain, même si cette candidature devait connaître l'échec, c'est une étape intermédiaire, c'est comme ça qu'on progresse? Moi, je pense qu'il est essentiel que le PLR, qui est un grand parti de ce canton, fasse vraiment... Il a des femmes dans ses rangs, qu'il présente une femme. Oui, je pense que c'est essentiel. On a eu les échecs de Christine Berly en 2003, sauf erreur, Martine Brunschwig-Graf aussi en 2009, Karine Keller-Souter en 2010, on s'en souvient, même si d'aucuns brandissent son nom pour une future candidature. Il faut oser l'échec, c'est ce qu'on dit, car c'est le combat pour faire avancer la cause. Ça peut être votre credo. Osons l'échec, réitérons l'échec, et c'est comme ça qu'on finit par y arriver? C'est parce que c'est tous les messages qui sont envoyés avant, évidemment pendant la campagne, tous ces messages sont importants. Et si le PLR fait l'effort de présenter une femme, il démontre que oui, il veut faire une place aux femmes, oui, il est un parti moderne, je m'excuse de le dire, mais oui, il est un parti moderne, oui, les femmes sont très importantes dans ce pays et elles ont droit à une représentation.
Vous parliez du canton de Neuchâtel, Nicole Bohr. Si on s'en tient à la pure statistique, la part des femmes dans les différents parlements a plutôt tendance à stagner depuis 10 ans. En 32%, j'ai les chiffres sous les yeux, 32% des sièges attribués à des femmes au Conseil national lors des élections fédérales de 2015. Là, on peut ouvrir un peu les fenêtres. La Suisse est bien loin de se situer parmi les meilleurs élèves européens. Évidemment, les champions, c'est toujours la Suède, la Finlande, l'Espagne aussi. À qui la faute globalement de ce mauvais score suisse ? Moi, je crois que c'est un autre système qui était quand même assez lourd, assez lent, et aussi sans doute à une certaine mentalité. Les femmes dans ce pays n'ont pas non plus, si vous prenez l'économie, elles n'ont pas non plus des places dans les... On est aussi en queue de peloton pour tout ce qui est le pouvoir, on n'est pas très bien pour... On est bien pour l'insertion professionnelle, mais on n'est pas très bien pour tout ce qui est hiérarchie professionnelle. Donc tout ça, ce sont des mentalités qu'il faut changer. La faute aux et femmes ensuite, aussi, la faute aux mentalités féminines ? si vous voulez, c'est difficile à dire. Bien sûr, les femmes sont socialisées dans ce pays aussi. Donc la culture touche aussi les femmes. Et les femmes adoptent aussi sans doute des comportements qui ne leur permettent pas d'accéder à des postes à responsabilité. Donc c'est bien clair, nous sommes tous dans le même environnement socio-culturel. Et ça touche aussi les femmes qui adoptent souvent. Si les femmes votaient pour des femmes, par exemple, prenons cet exemple. Si les femmes votaient pour des femmes, ça se verrait, évidemment, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc on verrait que, quoiqu'elles ne sont pas aussi nombreuses à voter, mais elles sont plus nombreuses que les hommes dans la population. Donc si elles se mobilisaient vraiment pour des femmes, eh bien ça devrait se voir au niveau des résultats électoraux. Et pourquoi ne se mobilisent-elles pas ? Pourquoi adoptent-elles, pour reprendre votre terminologie, ces comportements-là ? C'est du mimétisme, ce sont les hommes qui ne partagent pas le pouvoir et au fond elles s'y conforment par peur du conflit. Pourquoi est-ce qu'elles restent dans ces comportements-là ? Pourquoi au fond une femme ne vote pas automatiquement pour une femme ? Parce qu'elles vont vous donner exactement les mêmes arguments que des hommes, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire « je veux la compétence, je m'en fiche que ce soit une femme », parce qu'elles ne se rendent pas compte que c'est important d'avoir des femmes, et parce que vous connaissez ce phénomène, on le connaît dans le colonialisme, on le connaît dans le racisme, le dominé adopte les valeurs du dominant. C'est un peu le syndrome de Stockholm, si on pousse le raisonnement plus loin. Alors si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça, mais c'est plutôt que lorsqu'on est dominé, on a les valeurs du dominant. Et vous avez beaucoup de femmes qui vont trouver que cette femme-là ne va pas parce qu'elle est trop autoritaire, parce qu'elle a une voix qui ne va pas, parce que ci, parce que ça, parce qu'elle est mal habillée, parce que je ne sais pas quoi. Mais vous allez avoir exactement les mêmes stéréotypes qui se reproduisent sur les femmes par des femmes que par des hommes. Pardon pour cette question, là aussi peut-être un peu naïve, et on quitte le domaine de la statistique, mais les hommes dominent-ils encore les femmes aujourd'hui dans la société, Nicole Bohr ? Non, mais je me la pose vraiment. Alors c'est clair, quand on regarde les chiffres, on se dit oui, la majorité est du côté des hommes. Mais autrement, est-ce que les hommes sont-ils encore les dominateurs des femmes aujourd'hui ? C'est une question très générale, j'aimerais bien la réponse de votre part. Alors après, ça dépend de quoi on parle, mais si on parle du pouvoir, et si on parle de ce qui est essentiel, qui est le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir dans l'administration, si vous prenez le pouvoir, vous allez bien regarder des images de conseil d'administration, regarder des images de je sais pas, du G8, et vous aurez la réponse. Comme dirait un professeur de sociologie, sortez dans la rue, allez regarder ce que font les femmes. Ça nous arrive parfois, oui. Regardez ce que font les femmes, regardez ce que font les hommes, et vous aurez la réponse. À part évidemment les artifices un peu techniques que sont les quotas, ce genre de choses, sur quel levier maintenant, aujourd'hui, appuyez-vous ? Alors, ce qu'on fait en tout cas, et on a fait ça aussi à Neuchâtel, mais on le fait dans les autres cantons romans, mes collègues le font, c'est qu'on essaie de vraiment de sensibiliser les femmes à l'engagement politique, de leur donner quelques instruments pour s'exprimer en public, par exemple, pour prendre sa place dans les médias. Vous êtes aussi un maillon important de ce phénomène. Donc, on fait vraiment, on essaie de sensibiliser, d'amener des femmes en politique. Et j'espère qu'à Neuchâtel, ça a porté ses fruits, puisque maintenant, nous avons quand même une représentation féminine beaucoup plus importante au Grand Conseil. Et c'est comme ça qu'on va réussir, je pense, encore avec les médias, avec les images, le débat sur la place des femmes, ce que vous faites aujourd'hui. Je pense qu'avec ça, on amène des femmes à se dire, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je ne m'engagerais pas moi aussi en politique ? Vous pointez le rôle des médias, et vous le connaissez bien aussi, puisque vous avez été journaliste. On parle souvent de répartition bancale dans les médias, et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours très équilibré, mais vous savez aussi ce qu'il en est. Quand on contacte des femmes, elles disent, non, je veux... Un homme aime
mieux qualifié que moi pour répondre à cette question. Et ce sont des situations souvent vécues. Donc là aussi, il y a une forme d'autocensure de la part des femmes. Pour la même raison qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, les femmes sont socialisées autrement. Donc aujourd'hui, elles ont peut-être moins tendance à vouloir se mettre en avant. Mais vous avez, à mon avis, alors c'est là-dessus qu'il faut travailler avant tout, non? Absolument. Et vous avez un rôle important vous-même. J'ai regardé depuis un mois dans cette émission l'invité, d'ailleurs que vous ne mettez jamais au féminin. Je tiens à le souligner. Vous mettez l'invité même quand c'est une femme au masculin. On va corriger tout ça. Voilà, c'est un signe important. Et sur 25 invités, eh bien, je suis la 7e femme. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait à peu près un quart de femmes que vous invitez le matin à 7h30. Nostra maxima culpa. Cela dit, on ne réussit pas toujours quand on essaye. Alors, cet argument de dire que les femmes répondent qu'elles ne veulent pas venir, qu'elles ont d'autres personnes plus compétentes, d'abord, vous devriez être très heureux qu'elles aient peut-être ce petit, qu'est-ce qu'on va dire, cette petite rigueur de dire je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Oui, mais in fine, ça ne donne que cette femme sur 30. Vous voyez le résultat. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut dire aux femmes, allez-y. Et moi, je le leur dis, quand elles sont en politique, je leur dis, allez-y, ne laissez pas d'autres hommes y aller. Et je dirais même aux femmes, si vraiment vous sentez que ce n'est pas votre sujet, mais proposez une autre femme, s'il vous plaît. Voilà.